À tous, bonne année à tous ceux qui nous ont rejoints ce matin. Merci, merci de votre fidélité à notre rendez-vous du jeudi matin, des interviews d'experts et des webinaires incentives. Vous êtes pratiquement 400 à vous être inscrits ce matin, donc merci, un grand merci de nous faire confiance et de vous lever tôt pour venir nous écouter. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin Ludovic Giraudon, qui est analyste au réseau Entreprendre Paris. Et Ludovic, tu es l'auteur d'un livre qui est maintenant un livre à succès, qui s'appelle Dream Team, qui est paru en novembre 2019, c'est bien ça? Exactement. Et qui est un nouvel ouvrage dans le domaine de la littérature managériale. Euh, alors quand j'ai reçu l'exemplaire, j'étais assez curieux de t'interviewer et je me suis dit ouais, pourquoi publier un nouveau livre? Il y a déjà des tonnes de livres de management. Euh, Pourquoi en rajouter un nouveau? Qu'est-ce que Dream Team apporte qui n'existait pas sur le marché des livres de management? Ouais, bah déjà, bonjour à tous et merci Simon d'avoir pensé à moi pour venir parler de management et de Dream Team ce matin. Pour répondre à ta question, en fait, j'ai l'habitude de décrire la mission de ce bouquin, en fait, de la résumer en une phrase, qui est d'ailleurs l'une des phrases introductives du livre, qui est pour que n plus 1 ne soit plus jamais égal à zéro. Et au-delà de la blague qu'on peut voir derrière cette phrase, en fait, cette notion de N plus 1, je la trouve assez intéressante parce on l'a employé des milliers de fois, on l'a entendu des milliers de fois. Mais en fait, c'est une addition qui sous-entend que le collaborateur additionné à son manager, bah, ils sont censés faire des étincelles. Euh, on sait que malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et donc, en fait, moi, je me suis dit, OK, en tant que. Donc, moi, effectivement, je travaille aujourd'hui chez Réseau Entreprendre où j'accompagne des entrepreneurs, des dirigeants. Avant ça, j'avais monté ma boîte que j'ai cédée il y a 3 ans maintenant. Et quand je me suis retrouvé, moi, à devoir constituer mon équipe et à manager, je me suis rendu compte à quel point, quand même, c'était dur. C'est quand même difficile, on se sent seul, c'est parfois ingrat. Et donc, en fait, je m'étais mis à la recherche à ce moment-là de bouquins de management et j'ai trouvé beaucoup de livres sur la théorie managériale très intéressants, mais j'ai pas trouvé le bouquin, moi, qui me parlait le plus et j'ai voulu écrire le bouquin que j'aurais aimé lire, moi, en tant que manager. Un bouquin très concret, actionnable, où, en fait, on ne tourne pas autour du pot, où chaque page est censée apporter des choses que à la fin de la lecture de tel ou tel chapitre, on est censé pouvoir les mettre en application en fait, directement auprès de son équipe. Et les premiers retours que j'ai, alors tu disais que le bouquin était déjà un carton, le bouquin démarre très bien, j'ai la chance de le voir numéro un effectivement des ventes sur Amazon notamment, mais c'est le démarrage. Et en tout cas, les premiers retours de lecteurs que j'ai, c'est ça, c'est que voilà, c'est pas de la grande théorie, c'est des choses très pragmatiques, très concrètes qu'on peut mettre tout de suite en place dans son équipe. C'est vrai qu'on a lu le livre chez Incentive et que c'est vraiment, ça a le mérite d'être un guide extrêmement pratique à l'usage des managers, avec beaucoup de choses qu'on peut appliquer immédiatement une fois qu'on l'a lu. Et c'est vrai que j'ai voulu, en fait, dans ce livre aussi, je parle aussi bien de recrutement, d'onboarding, je parle évidemment d'engagement, de fidélisation, on va en reparler, euh, de comment se séparer d'un collaborateur, comment mener des points one-to-one, comment voilà, animer une réunion d'équipe percutante. Donc en fait, je le résume aussi comme un peu une sorte de guide de survie complet du manager, parce que selon sa problématique, on vient picorer un peu ce dont on a besoin. Et c'est un livre, il y a les premiers retours aussi que j'ai, c'est que les gens le laissent sur leur bureau. Ils ont prévu de le laisser toute l'année sur leur bureau pour qu'en fonction des problématiques auxquelles ils sont confrontés, ils puissent y revenir et y repiocher les éléments parce qu'on n'est pas tous dans une situation où on est en train de recruter ou en train d'onboarder ou en train de se séparer d'un collaborateur. Donc, selon les situations, hop, on va piocher un peu ce dont on a besoin au bon moment, quoi. C'est une sorte de boîte à outils en fait. Ok, super. Tu parles de recrutement, ça nous fait une bonne transition. On a une audience aujourd'hui qui est composée beaucoup de managers, de directeurs commerciaux, on observe chez les clients d'Incentive notamment que dans les forces de vente, on recrute beaucoup et on a beaucoup de gens qui partent assez vite dans les semaines ou les mois qui suivent leur recrutement. Euh, Quelles sont les principales erreurs que commettent les organisations à ton avis dans leur recrutement et comment est-ce qu'on peut les éviter? La première, et petite précision aussi sur en fait tout le contenu que je vais vous délivrer ce matin et ce qu'il y a dans le livre, c'est que c'est issu en fait moi je suis à la rencontre de plus de 450 managers et c'est issu vraiment de l'expérience en fait qu'ils ont pu rencontrer sur le terrain. Et en fait, typiquement sur le recrutement, la première erreur qui est faite, c'est de ne pas prendre suffisamment de temps pour se poser la question de savoir qui on cherche réellement. Le premier réflexe qu'on a quand on veut recruter, c'est de se précipiter pour rédiger une annonce, de la poster pour avoir un maximum de CV, de commencer les entretiens, de recruter et de commencer à travailler avec la personne. Et ça, c'est une erreur.
En fait, il faut commencer par vraiment se poser. Et concrètement, il y a un outil qui s'appelle une scorecard, qui est un outil en fait qui permet justement de un peu structurer les choses. Et moi, dans le livre, en fait, je parle de se poser autour de cette scorecard, qui est concrètement un document où on centralise les compétences qu'on cherche chez la personne qu'on va recruter, à la fois évidemment les compétences techniques, qu'on appelle les hard skills, mais aussi les compétences plus comportementales, les soft skills. Donc c'est en fait se poser concrètement pour savoir, OK, qu'est-ce que je cherche comme type de compétences? Et pour éviter de chercher le fameux mouton à cinq pattes, bah, c'est de se poser, OK, sur chaque compétence que je cherche, est-ce que je cherche quelqu'un de curieux, quelqu'un d'ouvert d'esprit, quelqu'un à l'aise à l'oral, quelqu'un d'à l'aise à l'écrit. Toutes ces compétences-là, je les répartis entre compétences techniques et compétences comportementales. Et pour chacune, je vais dire, OK, est-ce que c'est ce que j'appelle moi carton rouge? C'est-à-dire que s'il n'a pas cette compétence, bah, en fait, j'arrête dans le process. Et c'est comment est-ce que je fais aussi dans l'entretien pour tester telle ou telle compétence. Par exemple, si on cherche quelqu'un de curieux, on va poser des questions du type bah, comment est-ce que vous apprenez de nouvelles choses? Comment est-ce que vous êtes renseigné sur nous dans le cadre de la préparation de cet entretien? On réfléchit chaque compétence, qu'elle soit technique ou comportementale, en y réfléchissant et en étant un peu créatif, on peut trouver des idées pour les tester. Et on les répartit en carton rouge, c'est-à-dire ce que j'appelle les must-have. Si le candidat ne les a pas, on n'avance pas. En nice to have, carton jaune. S'il ne les a pas, bon, c'est pas grave, mais ce serait quand même pas mal qu'il les ait. Mais c'est pas bloquant en tout cas pour avancer. Et carton vert, c'est des compétences qu'il a en plus, c'est des petits plus qui éventuellement peuvent être là pour faire la différence entre deux candidats. Et de se poser ces questions, notamment sur la partie état d'esprit, c'est indispensable pour éviter de se planter. En tout cas, ça minimise les erreurs de finalement prendre quelqu'un uniquement d'ailleurs sur la base et c'est la deuxième erreur qui est faite. Souvent, on s'appuie plus sur le CV, l'expérience et les compétences techniques apparentes en tout cas. Et en fait, pour éviter tous les retours que j'ai eus des 450 managers, il est clair et net. Il faut privilégier l'état d'esprit de la personne avant même ses compétences techniques, parce que les compétences techniques, on peut les développer, on peut l'aider à les améliorer, à progresser. L'état d'esprit, il ne s'apprend pas. Donc, selon sa culture d'entreprise, selon ses valeurs, l'idée, c'est de rédiger cette scorecard pour derrière, en entretien, tester l'état d'esprit du collaborateur. Et pour le tester au-delà des questions, il y a d'autres techniques comme faire rencontrer évidemment un maximum de personnes, que le processus en fait de recrutement soit le plus collaboratif possible, que le candidat rencontre un maximum de monde dans l'entreprise pour jauger et des personnes d'ailleurs qui a priori peut-être ne seraient pas du tout rattachées au service commercial, par exemple, pour que ces personnes-là soient juste là pour tester l'état d'esprit de la personne et voir si elle arrivera à bien se fondre dans l'état d'esprit de la boîte. Parce que, encore une fois, même le meilleur des commerciaux, c'est un peu Neymar au PSG, même si là il est en train de faire des efforts, Neymar, mais on a beau avoir le meilleur buteur, le meilleur commercial, s'il n'a pas le bon état d'esprit, le bon mindset par rapport à la boîte, à moyen long terme, ça peut être assez critique. Donc les techniques comme ouais, l'immersion, c'est des choses qui fonctionnent assez bien aussi pour éviter de se planter et pré-tester en fait une relation, faire venir la personne si possible une demi-journée, voire une journée en test. Il faut jamais oublier aussi que maintenant en recrutement, on est dans une période où c'est une vraie guerre des talents, c'est compliqué de trouver des bons commerciaux, des bons talents de toute façon quel que soit le métier. Et donc c'est comment est-ce qu'on les fait venir pour collaborer et pré-tester une relation pour être sûr aussi que le collaborateur se sente bien dans votre environnement. Donc, s'il y a un truc à retenir, je dirais prendre du temps et notamment creuser ces sujets de scorecard. Scorecard. Et alors, concrètement, cette scorecard, ça prend quelle forme? C'est Ouais, une feuille à 4, c'est c'est alors, n'hésitez pas d'ailleurs dans la foulée, si vous voulez aller plus loin, et me poser des questions via LinkedIn ou dans le livre, d'ailleurs, je mets mon adresse mail et avec un lien pour télécharger un modèle de scorecard. Concrètement, ça peut prendre toutes les formes, c'est plutôt un fichier Excel où en fait on a différents onglets, notamment un sur les compétences techniques, un sur les compétences comportementales, un éventuellement sur les valeurs de la boîte, mais qui sont souvent rattachées aussi à des compétences comportementales. Et c'est une sorte de guide d'entretien où en fait derrière, pour les compétences techniques, on va les classer, on va commencer par les lister, et ensuite on va les classer en carton rouge, carton jaune, carton vert. Ensuite, on va écrire en fait des types de questions, des types d'exercices qu'on souhaite faire au candidat pour tester ces éléments-là, et puis une grille de notation de 0 à 5 pour savoir en gros, est-ce que selon moi, qu'est-ce que je perçois de cette personne sur le sujet par exemple du leadership, si je cherche quelqu'un qui a du leadership, comment est-ce que je vais tester ça, et puis derrière, comment est-ce que je vais l'évaluer. Ça peut être des smileys, un smiley triste, un smiley qui sourit, ça peut être des échelles de notation de 0 à 5, un feu rouge, un feu orange, un feu vert, chacun sa technique, mais voilà comment c'est structuré. La compétence,
dans quelle case on la met, rouge, vert, rouge, jaune, vert, comment est-ce qu'on la teste et comment est-ce qu'on l'évalue. Et à la fin de l'entretien, ça permet de rationaliser les choses et de se dire, OK, au-delà du feeling qu'on peut avoir, est-ce que c'est vraiment la bonne personne que je cherche et est-ce qu'elle a les bonnes compétences pour ça? Et quand on a mis ces notations, bah, à la fin, on peut voir tout de suite, OK, en carton rouge, là, je lui ai mis un 2 sur 5. C'est censé être une compétence deal breaker, c'est-à-dire que bah, en fait, on ne va pas plus loin. Donc, bah, ça me permet de rationaliser la chose et de me dire, malgré toute la sympathie que j'ai eue pour le candidat, ce n'est pas la bonne personne et ça évite justement derrière de recruter la mauvaise personne et faire en sorte qu'elle parte trop rapidement, malheureusement. D'accord. Oui, ça évite de recruter uniquement sur la sympathie et ça permet d'être plus objectif dans Ouais, dans les exactement, de critères. rationaliser les choses. Et puis, je parlais de processus collaboratif, faire rencontrer la personne un maximum de monde, c'est important. Et ça permet aussi d'avoir une même grille de lecture pour différentes personnes qui rentreraient le candidat, de confronter les points de vue aussi pour harmoniser tout ça. Ça permet en fait de remettre un peu l'église au centre du village et pas de se dire, ah, moi je l'aime bien parce qu'il me ressemble, parce qu'il a fait la même école que moi, parce que c'est un peu un clone et ça rassure tout le monde d'avoir quelqu'un qui nous ressemble. Non, c'est en fait, c'est vraiment ça de rationaliser le choix. Ok. Et au-delà on va dire, des erreurs de Ouais. recrutement et qui génèrent du turnover à court terme, dans les directions commerciales, on observe aujourd'hui un vrai fardeau du turnover, Mm. avec des taux de turnover qui sont extrêmement élevés et qui, du coup, mettent l'organisation commerciale dans une situation douloureuse où, du coup, il faut recruter énormément et puis le temps de monter en compétences des commerciaux est Bien long, sûr. donc ça coûte finalement très cher. Et sur une population commerciale, on a un impact assez direct un impact économique assez Bien sûr. direct sur l'entreprise. S'il y a deux ou trois facteurs clés sur lesquels doit se focaliser un directeur commercial pour réduire le turnover dans son organisation, c'est quoi à ton avis? Alors déjà, il faut savoir, en France, la moyenne de turnover, il est à peu près de 15%. Ça varie un peu selon les années, mais et il est beaucoup plus bas finalement que nos voisins européens, tout simplement parce que le droit du travail, et on a une flexibilité en France qui n'est pas la même qu'en Allemagne ou au UK par exemple. Et avoir le turnover, 15%, est-ce que c'est un bon ou un mauvais chiffre? C'est difficile à dire, ça dépend des organisations. Avoir un turnover trop faible, c'est une boîte qui se renouvelle peut-être pas assez. Trop élevé, c'est a priori signe de tension sociale, on va dire, ou en tout cas, ouais, c'est qu'on ne recrute pas forcément les bonnes personnes au bon poste. Donc, je vous invite à vous pencher sur ces taux pour voir comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ces 15%. Et pour répondre à ta question, moi, en fait, je me suis rendu compte que pour maintenir engagé un collaborateur dans le temps, il y a 5 éléments à réunir. Et pour faciliter en fait le, le, le fait de retenir ces 5 éléments, je vous invite en fait à retenir le mot dream, donc le mot rêve traduit en anglais, dream, parce que en fait les cinq lettres de ce mot sont les 5 premières lettres des 5 éléments. Le D, c'est pour la direction, c'est-à-dire qu'un collaborateur, il a besoin de sens. Donc le manager commercial doit être là pour lui dégager l'horizon, lui faire comprendre en fait pourquoi est-ce qu'il se lève chaque matin. Le R, en fait, c'est pour reconnaissance. Et au-delà de la reconnaissance, évidemment, salariale et des primes, des mécaniques de variables éventuellement qui peuvent être mises en place, c'est une reconnaissance aussi plus de valorisation du collaborateur, le mettre en lumière, le faire intervenir, euh, mettre en avant un super closing qu'il vient de faire. C'est un mail pour le féliciter, à l'écrit, à l'oral, bref, toutes les mécaniques en fait qui permettent de valoriser le collaborateur régulièrement et évidemment quand c'est justifié. Donc ça, c'est pour le R de reconnaissance. Ensuite, il y a le E pour environnement. Et ce n'est pas l'environnement de travail, c'est-à-dire que ce n'est pas un sujet de baby-foot ou de salle de sieste. Le vrai sujet, il n'est pas du tout là. Le vrai sujet, c'est plus l'environnement social. C'est le plaisir que va avoir le collaborateur à retrouver ses collègues. Donc c'est créer du lien social, créer des séminaires, créer du lien entre les gens, faire en sorte que ils parlent d'autre chose que de boulot. Donc ça, c'est clé aussi. Le A, c'est pour autonomie. Alors, chaque collaborateur n'est pas fait pour avoir le même degré d'autonomie, évidemment, mais tous les managers que j'ai pu rencontrer m'ont dit la même chose. Si vous responsabilisez correctement vos collaborateurs, vous serez surpris. Et ça, plus un collaborateur est justement responsabilisé par rapport à ses capacités à être responsabilisé, ça le maintient aussi engagé, ça réduit le turnover. Et la dernière lettre du mot DREAM, c'est donc M pour monter en compétence. C'est-à-dire qu'un collaborateur il est là aussi pour évoluer. Et je ne parle pas non plus là de grade nécessairement ou de salaire. Il est là pour apprendre. Et un collaborateur en fait qui n'apprend plus, toutes les rencontres que j'ai pu faire aussi, c'est un collaborateur qui a déjà un pied dehors.
Ok, donc Dream, Dream, D-R-E-A-M, Dream pour ouais. garder ses Ouais. collaborateurs engagés. Direction, reconnaissance, environnement social, autonomie, et puis monter en compétences. Ok, super, super. Et donc, il y a donc 15% de turnover en France en moyenne. Et toi, est-ce que tu as vu des taux de turnover qui paraissent raisonnables, sains, ou est-ce que... C'est compliqué, encore une fois, chaque organisation étant différente. Je pense que le taux de 15%, étant donné que c'est une moyenne, c'est toujours pareil avec les moyennes, il faut les regarder, mais bon, il faut quand même faire attention par rapport à sa propre organisation. Ce qui est sûr, c'est que quand on a un taux de turnover de 1 ou 2%, ben, c'est pas forcément très sain parce que ça veut dire que l'équipe ne se renouvelle pas. Et pareil, tous les retours d'expérience que j'ai pu avoir montrent que accueillir de nouvelles personnes, ben, ça apporte du sang neuf, de nouvelles choses, et c'est important. Parce qu'il faut qu'une organisation aussi, au même titre que chaque collaborateur individuellement, évolue. Et un taux de turnover trop élevé, ben, c'est pour le coup une catastrophe. Donc, quand on se rapproche des 25, 30, 40, là, c'est qu'il y a un problème. C'est signe de tension sociale. Et puis, ça veut dire aussi qu'on n'arrive pas à retenir les gens. Et ça veut dire qu'on ne capitalise aussi pas assez. Et tu parlais de ROI, notamment sur les commerciaux. Ben, un commercial qui ne vend pas, c'est une catastrophe. Et un commercial qui part trop tôt, c'est un commercial qui n'aura pas eu le temps finalement de monter suffisamment en compétences pour bah, derrière suffisamment performant commercialement parlant. Donc je dirais que moi, sur des populations commerciales, être aux alentours des 15-20, c'est déjà une bonne performance. Ok, effectivement, 15-20 sur une organisation commerciale chez nos clients, Ouais, c'est c'est déjà très déjà bien, ouais. très très bien. C'est Donc déjà très bien. c'est pour ça que la moyenne, c'est 15. Bon, sur les populations commerciales où c'est une fidélisation plus compliquée, si vous êtes aux alentours des 20, déjà, c'est une très belle performance. Ouais. Ok. Et alors justement, une population commerciale, donc il y a un sujet de turnover, donc comme on en recrute beaucoup de nouveaux, il y a aussi un sujet d'onboarding, Ouais, c'est un sujet que tu couvres beaucoup dans le bouquin, et l'onboarding, sur une force de vente, il y a là encore un impact économique très fort si on arrive à réduire la vitesse de montée bien en sûr. puissance d'un commercial, et qu'au lieu de mettre 9 mois à devenir pleinement performant, il en met plus que 6, Hmm. ça fait gagner beaucoup d'argent à l'entreprise. Euh, c'est quoi, selon toi, les clés d'un onboarding réussi? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place Ouais. pour faire monter en puissance le plus rapidement possible un collaborateur? Alors déjà, comme tu l'as justement rappelé, et c'est vrai qu'il y a des chiffres assez frappants, il y a 4% des collaborateurs qui partent à la fin de leur première journée parce qu'ils sont écœurés, ils ont été mal accueillis, il y a eu un mismatch, on en parlait tout à l'heure, un mauvais recrutement, un mauvais casting. Voilà, et il y a des études aussi qui montrent que des collaborateurs bien accueillis, enfin une boîte qui a un bon process d'onboarding, d'accueil de leurs collaborateurs, ont à peu près en moyenne 33% de collaborateurs plus engagés. Donc, plus engagés, donc ça veut dire bah, plus performants au final évidemment, et qui restent plus longtemps. Donc économiquement, notamment sur une population commerciale, évidemment, c'est plus intéressant. Et sur comment est-ce qu'on fait pour avoir un process d'onboarding efficace, déjà, il faut en faire un vrai process stratégique dans la boîte. On vient de le dire par ces chiffres et par ce que tu viens de souligner, d'autant plus sur une population commerciale. Voilà, il faut en faire un vrai sujet dont tout le monde est acteur. Il faut le formaliser. Il faut investir du temps. C'est un vrai investissement avec un vrai ROI à la clé, évidemment. Souvent, moi, les premières erreurs que je peux voir, c'est que on considère qu'un onboarding réussi, c'est un onboarding qui dure 3 jours ou une semaine. C'est pas vrai. Toutes les rencontres que j'ai pu faire, un bon onboarding, ça dure plutôt 2 ou 3 mois. Alors, ça ne veut pas dire que la personne n'est pas déjà à faire son boulot avant 2 ou 3 mois, mais ça veut dire qu'elle a un accompagnement suivi d'au moins 3 mois. Euh, donc ça, c'est un premier point, c'est que ça doit prendre du temps, ça doit être formalisé. Et pour gagner du temps, il y a une petite technique qui est assez simple, c'est qu'on considère en général que l'onboarding commence le premier jour du collaborateur, le premier jour où il vient physiquement dans les bureaux. Ça, c'est une erreur. Le premier jour de l'onboarding, il doit commencer le jour où on s'est mis d'accord, ne serait-ce qu'à l'oral et à l'écrit, avec le collaborateur. En moyenne, il peut se passer 1, 2, voire 3 mois entre le moment où on se met d'accord avec le collaborateur et le moment où il arrive au bureau. C'est la période que j'appelle from yes to desk. Donc le moment entre le moment où il dit oui et le moment où il arrive à son bureau, il peut se passer un temps long. Et c'est de commencer d'ores et déjà à l'engager dans l'aventure de la boîte et de l'engager dans sa mission. Comment bah, c'est tout simplement en lui envoyant régulièrement, à peu près une fois par semaine, peut-être un bouquin à lire. Ça peut être un mail avec des éléments sur le marché, de la méthodo à lire aussi de son côté pour qu'il arrive déjà imprégné d'un certain nombre de choses. C'est de convier à un événement, si vous faites une réunion commerciale par exemple, en amont, bah, c'est qu'ils viennent, une réunion d'équipe ou un séminaire d'équipe, quel que soit l'événement, ou même une bière d'équipe, ben, plutôt il sera confronté, entre guillemets, positivement à ses collègues
et à ses futurs collègues et puis au process de la boîte, plus il sera aussi opérationnel rapidement. Donc, c'est pas attendre qu'il arrive, c'est voilà, mettre en place des choses rapidement. Et vraiment, tout ça, ça doit être écrit, formalisé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas réinventer la roue à chaque fois. Vous aurez un process d'onboarding en fait efficace et performant, et donc des collaborateurs engagés et performants le plus rapidement possible. Si tout ça est écrit, il faut qu'ils rencontrent aussi un maximum de monde dans la boîte. Ça, c'est important. Il y a une corrélation directe entre le fait que la personne soit à l'aise et on va dire même personnellement dans la boîte et le moment où il est à l'aise et performant dans son poste. Et pour ça, en fait, il faut aussi qu'il rencontre un maximum de monde. Et ça aussi, ça demande de la formalisation, que les gens dégagent du temps. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Ça doit être un vrai process stratégique et clé dans l'onboarding. Et il y a un outil qui est assez intéressant pour l'onboarding, qui est la checklist, que certains d'ailleurs qui nous écoutent utilisent peut-être. C'est un outil en fait où on doit lister les peut-être 10, 20, 30, 40 actions que doit faire le collaborateur quand il arrive. Et du coup, ça permet d'être sûr qu'on n'oublie rien, ça permet de suivre les choses. Je parlais de formalisation, c'est un bon outil aussi de formalisation, tout ça. Et surtout, ça le rend acteur aussi. Ce qui est important, c'est de rendre acteur le nouveau collaborateur dans son onboarding. C'est toujours pareil, on apprend beaucoup plus quand c'est nous qui faisons les choses, quand on met les mains dans le cambouis. Donc, c'est une liste des choses qui vont de paramétrer tel ou tel outil sur son ordinateur, à aller rencontrer telle personne, aller récupérer telle information sur la boîte. Ça peut être beaucoup de choses. Mais l'idée, encore une fois, c'est de le rendre acteur pour que tout de suite, il soit dans l'action et pour que tout de suite, il soit opérationnel. Cette checklist, évidemment, elle doit comporter des choses assez simples à réaliser pour que ce soit qui rentrent tout de suite sur des petits succès, des choses faciles à faire pour que tout de suite, ils soient en confiance. Et ça participe, entre autres, aussi au fait qu'ils soient plus à l'aise et donc au final plus performants et qu'ils se mettent au boulot au final plus efficacement, plus rapidement. Et la phase d'onboarding, au moins la phase amont, avant que la personne rejoigne, qui Ouais. est-ce qui s'en charge généralement? C'est le manager qui fait ça? C'est les RH qui ont un process standardisé? Comment est-ce qu'on fait pour envoyer un mail par semaine à la Ouais. personne avec du contenu? C'est une bonne question. C'est compliqué d'y répondre de manière totalement tranchée parce que ça dépend vraiment des organisations des boîtes, des tailles des boîtes. Ce qui est sûr, c'est que le manager doit travailler de concert, évidemment, avec les ressources humaines. Euh, le truc, c'est que chaque service doit avoir aussi un peu son onboarding personnalisé aux petits oignons. Et l'onboarding d'un commercial ne sera pas le même que l'onboarding d'un développeur, par exemple. Donc, il doit être co-construit sans doute entre les DRH et le manager, qui l'envoie opérationnellement. Euh, il est clair que plus la relation entre le manager et le collaborateur sera resserrée avant même qu'il arrive, encore une fois, là aussi, il faut déjà que ce soit un bon binôme, déjà dans le process de recrutement, évidemment, et puis aussi pendant cette phase d'onboarding. Donc, idéalement, le manager, c'est clair que c'est un process qui est chronophage. Selon les organisations, pourquoi pas le DRH, ou la DRH en tout cas, le service ressources humaines. Mais dans ce cas-là, il faut au moins que le contenu qui soit envoyé soit dans tous les cas validé par le manager pour que ce soit pas uniquement la vision du DRH qui soit partagée, mais que le manager impulse aussi sa vision métier et des éléments qui sont selon lui importants pour que la personne soit à la fois imprégnée de la culture de la boîte, et ça c'est plutôt le rôle de la partie DRH, et puis aussi la partie métier, et ça c'est la partie du manager. Donc je pense qu'il faut vraiment co-créer le contenu à deux pour qu'il y ait la partie big picture de la boîte. Je parlais tout à l'heure de sens, il faut qu'il y ait aussi la mission de la boîte, enfin, des choses qui dépassent son poste pour qu'il soit pleinement engagé, et puis évidemment des process métiers, de connaissance client, de connaissance du process, du cycle de vente, etc. Et là, il y a rien de mieux. Enfin, le manager est a priori évidemment la meilleure personne pour produire ce contenu. D'accord. Et donc, tu parles finalement d'un onboarding qui démarre, on va dire, 3 mois avant l'arrivée du collaborateur, avec les périodes de transition, ça Ouais. fait 3 mois. Et ensuite, pendant combien de temps est-ce qu'il faut, entre guillemets, des rails, des guides, avant de laisser le collaborateur vaquer à ses occupations sans accompagnement? Alors, c'est assez variable. Ce qui est sûr, c'est que un bon process d'onboarding, c'est un process d'onboarding qui dure 3 mois. Encore une fois, ça fait toujours peur, 3 mois, mais on dit mon Dieu, etc. Il faut savoir un truc, c'est vraiment, en général, c'est une erreur vraiment de jeter trop tôt le collaborateur dans le grand bain sans accompagnement en disant, c'est génial, du coup, il vendra plus vite. Non. En fait, il faut prendre le temps, encore une fois, c'est un investissement. Compliqué de répondre encore une fois très précisément à la question, mais il faut que ça dure 3 mois. Il faut qu'évidemment la première semaine, moi je parle de la loi, la règle des 80-20, c'est-à-dire qu'il faut qu'il passe 80% en training, formation, accompagnement d'autres gens de la boîte pour monter en puissance et 20% autonome à son poste pour un peu déjà souffler, digérer un peu toutes les informations,
aussi en main les différents outils internes, les process internes, lire des choses, etc. Mais un collaborateur qui démarre, s'il est à son bureau, bah, c'est qu'il y a un problème. Et le lâcher trop tôt, c'est une erreur. Donc, il faut que 3 mois, il y ait de l'accompagnement sur la première semaine très resserré. On peut même mettre en place, il y a de plus en plus de boîtes qui le mettent en place, le système de parrain, de buddy à l'américaine, ça vient de la Silicon Valley, et visiblement sur le terrain, c'est assez efficace. Ou au-delà du manager, il a un collaborateur qu'il a depuis un certain temps et qu'il a pour l'accompagner à la fois sur son métier, mais pas que, sur tout le reste. Et ça, c'est des choses aussi qui sont assez intéressantes pour un suivi dans le temps. Donc, c'est, je dirais, une première semaine ou les 2 premières semaines très resserrées. Et puis, au fur et à mesure, bah, ça se détend, mais avec quand même des jalons et des points routes qui sont clairement calés dans l'agenda, avec des points clairs et nets de one-to-one avec le manager pour faire le point. Donc, encore une fois, tout ça doit être écrit, ça ne doit pas être du feeling. Tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas fait un point avec lui, je veux savoir comment ça se passe son démarrage. Si on en est là, c'est qu'on a raté un virage. Il faut vraiment caler ces points-là. Donc, très resserré au début, voilà, le laisser un peu plus libre assez rapidement, parce qu'encore une fois, mine de rien, bah, c'est en faisant qu'on apprend. Et après, moi, j'invite aussi à mesurer la performance de son onboarding, tout simplement en envoyant à la fin de ces 3 mois-là un petit questionnaire très rapide aux nouveaux collaborateurs qui viennent d'arriver. Ça, c'est un outil très simple qui permet justement de jauger la performance de son onboarding et de savoir, OK, des questions très simples pour savoir, je ne sais pas moi, est-ce que vous avez eu tous les outils pour être pleinement autonome, à partir de quel moment vous êtes senti à l'aise sur votre poste. Et ça, ce sont des choses qui vont permettre derrière justement de mieux calibrer pour savoir quel niveau d'accompagnement je mets sur les premières semaines et les premiers mois des collaborateurs. Ok, donc un onboarding finalement qui dure à peu près 6 mois, 3 mois avant qu'il arrive et 3 mois après son arrivée. Exactement. Ok. Et tu parlais de one-on-one, donc effectivement, c'est un sujet qui est très important dans le coaching des forces de vente, et c'est quelque chose qu'on recommande beaucoup aux clients initiatives, c'est mettre en place une politique de one-to-one structurée, formelle, avec des managers qui voient de manière très régulière les commerciaux pour accompagner la montée en compétences. Donc là, c'est plutôt passer la phase d'onboarding. Euh, euh, quelles sont les erreurs à éviter pour un manager? Quels sont les éléments qui font la qualité Mmh. d'un bon one-on-one Mmh. quand on est manager et qu'on voit son collaborateur tous les 15 jours ou voire même toutes les semaines? Alors déjà, effectivement, c'est clair que tous les managers aussi que j'ai rencontrés m'ont expliqué que ça a tout changé. Le jour où ils ont mis des one-to-one très réguliers, idéalement, c'est une fois par semaine. Et c'est idéalement au moins 30 minutes chaque semaine. Ça peut paraître beaucoup, mais vraiment, ils m'ont dit le jour où ils ont mis ça en place, ça a tout changé. Pourquoi? Parce que en fait, ça permet d'avoir quasi en temps réel l'état d'esprit du collaborateur. Et il y a une corrélation directe entre son niveau d'énergie, la manière dont il se sent et ses performances. Et donc, en fait, le fait de savoir comment il se sent, ses difficultés, etc., bah, si on attend 3 mois pour rectifier le tir ou l'entretien annuel pour le faire, bah, en fait, c'est une catastrophe. Il y a la démotivation, la baisse de performance. Au final, tout le monde est perdant. Le fait de le faire chaque semaine, donc ça permet de savoir ce qui se passe dans la tête du collaborateur, de savoir encore une fois, là où il a des problèmes, ce qui peut lui faire gagner du temps, comment est-ce que le manager peut l'aider. Et si on ne lui demande pas, en fait, on ne peut pas le savoir. Donc, c'est d'en faire chaque semaine. La première erreur, pour répondre plus précisément à ta question, c'est qu'en fait, ces points, en général, ils sautent. Et ils sautent, pourquoi? Parce qu'il y a 2 raisons principales. La première, c'est que le manager dit j'ai pas le temps. Et la deuxième raison, c'est qu'il se dit en fait, on n'a rien à se dire. Comme on se croise tous les jours, on s'est parlé hier à la machine à café, en fait, on n'a rien à se dire. Donc, le premier point, le manque de temps, en fait, dans les faits, évidemment que le manager a le temps, c'est juste qu'il ne le priorise pas. Or, ça doit être une vraie priorité parce qu'encore une fois, c'est un investissement avec un ROI direct. Le temps que vous passerez dans ces points en one-to-one, c'est ce que j'écris dans le livre, la confiance, elle se construit au quotidien et elle se bâtit surtout dans ces moments-là. Elle ne se bâtit pas à la machine à café typiquement ou en réunion d'équipe. C'est des moments qui sont vraiment précieux, donc c'est faire de ces moments une priorité et pour ça, c'est les caler dans l'agenda et faire en sorte que si on vous cale une autre réunion sur ce créneau-là, vous la refusez, vous proposez un autre créneau. Ça va vraiment être vu comme le moment privilégié et important de votre semaine, ces points one-to-one. Deuxième point, c'est le côté on n'a rien à se dire. Et en général, si on l'a, c'est parce qu'en fait, on ne les prépare pas et qu'on ne prend pas le temps de les préparer. Donc là aussi, c'est un sujet de priorisation et c'est de se caler, ne serait-ce que 5-10 minutes dans la semaine, un créneau précis dans l'agenda et récurrent, parce que si ce n'est pas calé dans l'agenda, on ne le fait pas. Et donc, c'est de le caler et c'est de préparer ça parce qu'il y a toujours des choses à se dire. Et dans la préparation, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai pu noter ces derniers jours sur même des choses des signaux faibles, des petits détails, une réaction qu'il a eue en réunion d'équipe sur un sujet,
ça peut être une difficulté qu'on pressent qu'il puisse avoir, des sujets que j'ai envie d'aborder avec lui pour l'aider à se développer. Et donc, en fait, il y a toujours des choses à dire. Et je vous invite aussi, petit conseil, à lister un certain nombre de sujets transverses, métiers par exemple aussi, hein, commerciaux, que vous souhaitez aborder avec vos collaborateurs d'une manière globale. Et en fonction de l'actualité, en fonction de justement de s'il y a des choses plus ou moins importantes à dire, d'aller piocher dans cette liste euh, des choses à transmettre en fait à votre collaborateur, parce que vous êtes là aussi pour évidemment lui transmettre de l'énergie, lui transmettre des connaissances et même des choses presque de développement personnel pour l'aider à se sentir mieux. Et le dernier conseil que je peux donner pour que ces moments soient les plus efficaces, c'est d'être en posture d'écoute dans ces moments-là. C'est des moments où on n'est pas là pour parler nécessairement des dossiers en cours. On est là pour prendre de la hauteur. Euh, on est là pour écouter le collaborateur. Dans ces moments-là, moi, j'invite les managers à écouter à peu près 80% du temps et à ne parler que 20% du temps. C'est un moment privilégié pour que le collaborateur se livre. Et donc, c'est peut-être dans une posture d'écoute et de ce que j'appelle dans le livre la posture basse, qui est issue des techniques de coaching assez classiques, qui est plutôt d'écouter le collaborateur, de lui poser des questions. Comment est-ce que toi tu ferais? De ne pas être là pour lui donner les réponses, mais pour lui poser les bonnes questions, pour l'amener lui à se poser lui-même des questions et à y répondre, et à le rendre acteur en fait de ce one-to-one. Et demander évidemment aussi au collaborateur de préparer ses one-to-one. S'il ne le fait pas bien, de lui dire est-ce que tu pourrais pour la semaine prochaine mieux préparer le point, ça serait plus riche, c'est des moments très importants qui nous permettent tous les deux de grandir. Et tu verras, si on prépare tous les deux bien ces points, il en ressortira quelque chose de grand. Et ça, c'est un autre conseil, c'est d'engager le collaborateur à préparer ses points. Et en fait, ça va se faire assez mécaniquement, hein. Vous allez voir que si vous le laissez parler 80% du temps, je peux vous dire que la fois d'après, il saura que en fait, c'est lui qui sera mécaniquement acteur de ses points et qui les préparera. Donc, un, ne pas les faire sauter, ça va être les moments les plus privilégiés. Deux, écouter, écouter, écouter. Et trois, c'est préparer à la fois côté collaborateur et à la fois côté manager. Ok, super. Merci Ludovic. Quel conseil tu donnerais à un DIRCO ou à un manager commercial pour cartonner cette année? Le premier, c'est de lire Dream Team. Évidemment, c'est une blague. J'irais peut-être deux conseils. En tout cas, il y en a un, c'est vraiment de se faire accompagner. Parce que, en fait, c'est pareil qu'un collaborateur, finalement. Quand on a la tête dans le guidon, on a du mal à prendre de la hauteur. Donc, quel que soit le format de coaching, c'est d'avoir quelqu'un d'autre, quelle qu'en soit la forme, qui l'aide dans sa démarche et à qui puisse aussi lui-même avec qui il pourrait prendre de la hauteur pour améliorer ses pratiques et être challengé et se remettre en cause aussi dans ses pratiques. Et deuxième point, c'est évidemment de faire de son équipe une priorité. J'ai croisé trop de managers qui étaient trop pris par l'opérationnel. Idéalement, un manager, son seul job, c'est de manager. C'est parfois utopique, on sait que malheureusement, ce n'est pas toujours possible. Mais en général, du coup, c'est l'opérationnel qui prend le dessus, au détriment du coup des collaborateurs. Et c'est pour ça que je disais, par exemple, tout à l'heure, les points one-to-one, souvent ils sautent. Parce que, ah bah merde, en fait, on m'a calé une autre réunion importante, etc. Non, en fait, là, il y a par exemple une chose moi, que je recommande, c'est quand on est sur le trajet du boulot le matin, un manager, il ne doit pas penser à tel rendez-vous important qu'il peut avoir. Il ne doit pas penser à sa future promotion personnelle, etc. Il doit penser en fait à son équipe, à son collaborateur, sa collaboratrice. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans sa tête? Comment est-ce que je peux faire pour l'aider en fait? Et ça doit être sa pensée première, parce que derrière, quand on tire le fil de ça et quand on applique ça, ça paraît tout bête, mais ça paraît un grand truc, mais quand on le met en place, en fait, derrière, tout déroule. C'est-à-dire que quand on fait de ses collaborateurs une priorité, ils se sentent mieux, ils sont plus performants, l'équipe est plus performante. Donc, mon boulot de manager devient plus facile à gérer et en fait, tout le monde est gagnant. Ok, Donc, se faire accompagner, se faire coacher, prendre de la hauteur en fait, prendre du temps. C'est compliqué, je le sais, parce que on est tous pris par le quotidien, mais c'est un investissement payant euh, au sens ROI du terme. Et puis le deuxième point, c'est vraiment de faire de son équipe sa priorité 2020. ok, super. Pour terminer cette interview, Ludovic, tu as interrogé plus de 400 managers, dirigeants pour écrire Dream Team. J'imagine que pendant l'écriture du livre, tu as dû entendre des anecdotes, des histoires un peu amusantes, déconcertantes de management. Est-ce que tu peux nous en partager une? Ouais,
il y en a une que que j'ai trouvé assez étonnante et qui m'a pas mal fait réfléchir. C'est une pratique d'Amazon d'ailleurs, à l'initiative de Jeff Bezos, le fondateur et toujours patron d'Amazon aujourd'hui, où en fait, il a mis en place une prime pour le départ des gens. C'est-à-dire qu'un collaborateur qui veut quitter Amazon, il touche une prime. Et ça paraît étonnant de vouloir financer le départ d'un collaborateur qui veut partir de son propre chef. Mais en fait, l'idée derrière que je trouve assez intéressante, ce qu'ils appellent chez Amazon le paid to quit, donc c'est on paye pour partir, et qui est en moyenne de 2000 $, donc en plus c'est quand même une somme significative. Et en fait, la logique qu'il y a derrière, c'est que un collaborateur qui veut partir, ou qui a des doutes, ou qui n'est plus à sa bonne place, ça ne sert à rien de le laisser là où il est, parce que forcément, il va y avoir une baisse de motivation et donc une baisse de performance. Et donc, en fait, derrière cette logique qui peut paraître un peu étonnante, il s'est dit un jour, mais en fait, voilà, moi, s'il y a un collaborateur qui est plus bien là où il est, bah, je l'incite à partir. Parce que bah, ça va me permettre aussi bah, de renouveler l'équipe et de prendre quelqu'un qui bah, aura l'énergie nécessaire pour le faire. Donc, en gros, l'idée qu'il y a derrière, c'est dès qu'on sent une baisse de motivation, pardon, et les points one-to-one, justement, permettent de ne pas perdre trop de temps et de le sentir très rapidement. Bah, c'est soit de voir comment est-ce qu'on peut faire pour bah, réengager le collaborateur, soit bah, l'amener sur un autre poste peut-être au sein de l'entreprise, et si ce n'est pas possible, bah, discuter avec lui effectivement de l'emmener vers autre chose. Et donc j'ai trouvé cette pratique d'Amazon assez étonnante, très liée au système social américain, mais mine de rien, qui est assez intéressante dans la logique qu'il peut y avoir derrière. Garder un collaborateur démotivé, en fait, c'est intéressant pour personne, et c'est pas intéressant non plus pour le collaborateur. On a tous des talents, on a tous de l'énergie à revendre. Ne perdons pas de temps à la perdre sur quelque chose qui ne nous intéresse pas. Mettons-la au service de- d'un poste sur lequel on sera vraiment performant. Super. Merci beaucoup Ludovic pour toutes ces réponses Bah, je t'en prie, précieuses. merci à toi. Merci à vous qui nous avez écoutés ce matin et vous étiez nombreux malgré les grèves. Merci d'avoir été là. On apprécie beaucoup. Ce qui va se passer, c'est que vous allez recevoir dans les heures qui suivent un mail avec un lien vers l'enregistrement de l'interview. Donc si vous la revisionnez ou la partagez, vous pourrez le faire. Dans le mail, il y aura un lien vers un post LinkedIn qui reparle du webinaire. Si vous mettez un petit commentaire sur ce post, vous aurez la chance d'être peut-être tiré au sort pour gagner un exemplaire de Dream Team. Et donc vous pourrez effectivement le lire et bien commencer 2020 avec plein de conseils précieux pour améliorer la qualité de votre management. Donc voilà, restez à l'affût du mail que vous allez recevoir dans la journée avec le lien vers l'enregistrement et le post LinkedIn pour ajouter un petit commentaire. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser dans la fenêtre qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez poser des questions. Donc n'hésitez pas à les poser. Et pour des questions pour Ludovic. Et voilà, si vous n'avez pas de questions, je vous donne rendez-vous, moi, dans 3 semaines, le 30 janvier, pareil, même heure, 30 janvier 8h, pour un webinaire justement sur le sujet des one-on-one, du coaching commercial. Et on partagera 7 règles pour avoir des one-on-one managers et commercial qui soient hyper efficaces. Donc vous avez le lien d'inscription qui s'affiche à l'écran si vous voulez déjà vous inscrire au webinaire du 30 janvier. Voilà. Eh bien, merci à vous. Je regarde s'il n'y a pas de questions. Et je précise, n'hésitez pas si jamais il n'y a pas de questions là tout de suite maintenant et que vous en avez dans un second temps ou en réécoutant cet enregistrement, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions pour creuser des points qui seraient traités dans le livre. Moi, je suis évidemment à votre dispo par LinkedIn ou par mail pour en discuter. Ce sera avec plaisir. On a plutôt des félicitations. C'est un excellent livre. Bravo Ludovic, toujours aussi pertinent. Voilà, il y a une communauté de fans qui nous suit. Merci à vous, très belle journée. Et puis je vous donne rendez-vous donc le jeudi 30 janvier pour notre prochain webinaire. Au revoir. Au revoir à tous, merci.